J'ai à ma droite Philippe Hensmans, qui est le directeur de Amnesty International, donc je voudrais lui céder la parole. Je suppose que ce qu'il va pouvoir nous dire complétera ce que vient de dire Paul. Et j'aimerais savoir ce que très concrètement Amnesty fait en RDC et les dossiers sur lesquels vous travaillez. Je parle un peu moins que Paul qui s'emballe, et il le fait très bien d'ailleurs. En vous entendant parler, je me dis il y a quelque chose d'extraordinaire. Les débats politiques au Congo sont des débats probablement plus nourris que ceux qu'on trouve dans beaucoup d'autres pays. Et ça, c'est une bonne chose. Et donc ça, c'est sûrement très bien. Mais non, je pense qu'il y a deux Congos, ou en tout cas, il y a deux situations différentes. Il y a ces débats politiques qui sont là, qui sont importants. Il faut que la démocratie fonctionne, qu'elle fonctionne correctement. C'est évident. Et puis, il y a une autre situation qui prévaut dans tout le pays, certainement dans l'Est et au Katanga, mais dans d'autres régions aussi, et où il y a un travail colossal sur le long terme à faire, et que, malheureusement, une élection ne va pas changer, je le crains. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, moi, ça m'a frappé à certaines occasions, j'ai rencontré comme ça des militaires qui étaient brassés. Ils faisaient partie d'un camp de brassage, du côté d'Ouvira, entre Ouvira et Bukavu. Et en les rencontrant, je me suis rendu compte que rien de ce qu'ils avaient fait par le passé, rien de ce qu'ils avaient commis comme militaires, n'était sur la table. Et donc, un des soucis pour moi les plus importants sur le court, moyen et long terme au Congo, ça va certainement être cette question de, bien sûr, il faut la paix, bien sûr, il faut calmer les choses et il faut arrêter les combats, mais qu'est-ce qu'il en est de l'impunité? Qu'est-ce qu'il en est de l'impunité de tous ceux, pas seulement les chefs, mais de tous ceux qui, à un moment donné, ont commis des violations abominables des droits humains et continuent à le faire. Il y a quand même eu des dizaines de milliers de morts l'année passée et 1 million de personnes déplacées, plus d'1 million de personnes déplacées. Pour le moment, on parle de 5000 déplacés au sud Kivu, suite aux combats qui ont lieu entre l'armée et les FDLR. Donc ce sont toujours les mêmes qui payent le prix lourd. Et donc il est clair que si on veut un pays stable sur le moyen, le court et le long terme, il va falloir punir les responsables et en tout cas prendre des mesures de lutte contre l'impunité. Et je comprends que c'est difficile, parce que si on veut la paix, il faut parfois accepter, et c'est ce qu'on entend souvent les autorités, de dire, c'est vrai, ils ont commis des violations, en attendant, pour calmer les choses, on les nomme généraux. Et on les retrouve à la tête de l'armée, alors qu'ils ont commis des choses abominables. Alors moi, je pense sincèrement, ça fait 20 ans que je travaille comme directeur 25 ans à Amnesty, j'ai entendu beaucoup de choses, mais lorsque j'entends encore tout récemment qu'un nourrisson de 3 mois a été violé, on a franchi au Congo des limites qu'on n'a pas franchies ailleurs. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler sur le long terme, parce que quand on parle de centaines de milliers de femmes qui ont été violées, c'est pas simplement, entre guillemets, des femmes qui ont été victimes et pour lesquelles il faut essayer de les sauver. Et Mukwege et d'autres font un travail remarquable là-dessus. Mais on les viole à nouveau. Et ce n'est pas seulement dans des conflits. Ce n'est pas seulement dans les conflits. Je vais vous dire une toute petite histoire qui m'est arrivée. J'ai rencontré, il y a des années déjà de ça, 2 enfants soldats. 2 enfants soldats ils avaient 15-16 ans. Et ils s'étaient battus. Ils avaient fait partie des Kidogo, puis ils étaient revenus au Kivu, puis ils étaient repartis, enfin bref, ils avaient été présents dans beaucoup de combats. Ils ont mangé les ennemis. Mais ça, à la limite, ça passe encore. Je dis ça, c'est brutal de le dire, mais ça passe encore. Par contre, ce qu'ils m'ont appris, c'est que lorsqu'ils avaient été enlevés, tabassés, jusqu'au moment où ils ont accepté de se battre, qu'est-ce qu'on leur a appris? On leur a appris à violer les cadavres de femmes mortes. Ça, c'est une réalité qui existe aujourd'hui. Il y a des milliers d'enfants soldats qui sont devenus des adultes et qui sont aujourd'hui des adultes à l'intérieur de la société congolaise. Ce qui fait que lorsqu'on parle avec des groupes, des associations de défenseurs, des femmes qui viennent en aide aux autres femmes qui ont été violées, elles nous disent, attention, le viol s'est élargi, le viol n'est plus seulement, entre guillemets, une arme de guerre, le viol est devenu une tradition, une pratique normale dans la société congolaise, à l'intérieur des communautés et entre les gens des mêmes communautés. Et ça veut dire que le travail va être colossal à l'avenir. Si on veut avoir un pays qui respecte les droits fondamentaux et où les femmes peuvent vivre correctement, les femmes partout,
eh bien, il y a un travail colossal à faire. Et une des premières choses, c'est bien sûr de punir les coupables et de faire de l'éducation. Et l'éducation, on l'a dit avant, c'est un énorme problème. Je crois aussi, et je ne vais pas être beaucoup plus long que ça, je crois aussi qu'il y a des défenseurs des droits humains qui font un travail colossal, mais qui doivent changer de lit tous les jours, parce qu'ils se sentent menacés. Et s'il y a un message que j'ai envie de faire passer à tous les partis politiques congolais, à qui que ce soit, c'est de dire, ces défenseurs ne sont pas des concurrents. Ces défenseurs sont des défenseurs des droits humains, ce ne sont pas des opposants politiques. Ils ont autre chose à faire que se mêler de la politique. Ils veulent faire un travail d'aide aux victimes de violations des droits humains. Alors, s'il vous plaît, protégez-les. Mukwege est menacé. Maman Gégé à Ouvira est menacée. Il y en a un paquet qui sont menacés comme ça, tout simplement parce qu'ils font leur travail de défenseurs des droits humains. Et ils ne sont pas vos concurrents. Ça, c'est fondamental. Voilà, j'en reste là. Voilà, donc madame, vous avez déjà parlé. Est-ce qu'il y a une autre dame? Non, alors... Ah, voilà. Donc, ici, une dame qui pose une question, je vous en prie. Bonsoir, je m'appelle Gabrielle Ngaloula. Tout d'abord, je vous remercie pour votre intervention, mais je voulais savoir, parce que j'ai entendu qu'il me semble que dans la salle, vous avez des fans inconditionnels. Alors, moi, je voudrais savoir, parce que moi, je me base plutôt sur un programme. Et comment est-ce que vous allez le mener? Il faudrait nous expliquer, parce que moi, j'adhère à un parti que si on m'explique le programme. Parce que pour moi, ce n'est pas l'homme qui compte, c'est le programme qui compte. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je vais demander aux autres d'être aussi brefs et aussi précis. Monsieur là-bas, derrière, je vous écoute. Secrétaire de l'INC Norvège. Le président Kamé a dit qu'il s'attend à toutes les questions. Et j'ai une question un peu embarrassante, mais elle a trait à la mort, au droit à la mort. Mais la mort en tant que vieux, pas la vieillesse. Si dans 50 ans ou 60 ans vous êtes mort, qu'est-ce que voulez-vous, de quoi voulez-vous que la population congolaise se souvienne de vous? C'est ma première petite question. C'est bon, parce que beaucoup de gens veulent poser des questions. J'en prends encore une. Oui, encore une. Madame, vous avez pas encore parlé, je vous en prie. Je m'appelle Thérèse Chiranga, je suis chercheuse dans le domaine de l'immigration et développement. Je voudrais poser une question à monsieur. Je voudrais savoir quelles sont les conditions à mettre en place pour créer un comité vérité et réconciliation en RDC, qui pourrait peut-être aider à contribuer à mettre en place une justice sociale et mettre fin donc, à l'impunité en RDC. Merci beaucoup. Mais donc je vais inviter les deux personnes interpellées à réagir. Vital Kamere, je vous donne la parole. Merci beaucoup à Madame Gabrielle Ngaloula. Je suis de votre avis et rassurez-vous. La première chose que l'INC, quand nous avons créé le parti, d'abord ce n'est pas mon parti, c'est notre parti, il y a des cofondateurs et tout le monde a adhéré. Il ne faut pas confondre. Nous essayons de faire un effort. Malheureusement, cela revient toujours. Nous voulons tous lutter contre le règne des hommes forts pour qu'il y ait des institutions fortes. Nous essayons, tant que faire se peut, que les partis politiques et nos statuts soient au-dessus de tout le monde, y compris le président. Nous avions d'abord rédigé notre projet de société qui retrace les grandes lignes de notre politique, de comment gouverner autrement et d'une vision de nouveau Congo. Je vous ai donné les grands piliers de cette politique-là, parce que même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Le Congo a ses ressources naturelles innombrables. Le Congo a une position géostratégique au cœur de l'Afrique. Nous voulons qu'on puisse lui restituer cette gâchette de Frantz Fanon. Que le Congo, on appuie sur la gâchette, tous les 9 voisins qui sont agrippés sur le Congo et les voisins de nos voisins puissent marcher avec nous. Voilà la vocation du Congo et c'est faisable parce que nous avons été inspirés par le modèle du Brésil, mais que nous n'allons pas appliquer à l'aveuglette. Nous sommes des sociodémocrates, nous.
au niveau de l'Union pour la nation congolaise. Et nous pensons que tout ce que nous faisons doit avoir comme point de départ l'homme et point d'aboutissement l'homme. Les marchés existent, nous les respectons, mais le marché doit être humanisé. Il ne faut pas un marché sauvage. Le cuivre sort du Katanga à l'état brut. Il vous revient 4 fois plus cher quand il est transformé en Inde sous forme de câbles électriques. Nous voulons résoudre ce paradoxe d'un Congo qui produit ce qu'il ne consomme pas, c'est-à-dire du brut qui part, avec le transfert de technologie, l'industrie qui vient se poser sur place. Ça va d'abord nous permettre de nous approprier de la technologie et de développer de l'emploi. Nous voulons en même temps, puisque maintenant nous mangeons 95% de ce que nous ne produisons pas, y compris l'eau et même l'orange. C'est inadmissible quand les oranges du Bas-Congo pourrissent sur la route et quand tous ces mangoustas de Bandundu et de plateaux de Bateke pourrissent. Ce n'est pas normal. Donc nous pouvons refaire, puisqu'il y a 30 ans, le Congo était premier producteur de beaucoup de produits dont il est demandeur aujourd'hui. Donc nous ne pouvons pas accepter. À l'époque, les jus partaient du Congo vers l'Angola, vers le Congo-Brazzaville, vers les autres pays. On peut pointer du doigt le maréchal Mobutu, mais le domaine agro-industriel de l'Ancélé. Déjà, le problème du jus était résolu, le problème des poulets était résolu, le problème des œufs était résolu. Est-ce que vous savez, madame, que les œufs qu'on mange à Kinshasa viennent du Brésil? Les poulets viennent du Brésil. Ce n'est pas normal pour un pays qui ne compte pas un seul mètre carré de désert. Pour un pays qui est au fait un bassin, le bassin du Congo, qui est le plus riche, il y a le bassin du Tchad et le bassin de Nil. Nous disons tout cela, mais nous ne pouvons pas le faire sans qu'il y ait des hommes. Le leadership pour nous, c'était le leadership rassemblé. C'est pourquoi nous disons les femmes et les jeunes seront mises à contribution. Les paysans, qui est au fait celui qui travaille chaque jour et où se loge la majorité des Congolais, les milliers ruraux doivent être notre première préoccupation. Le président Dos Santos a conçu son armée pendant la guerre. Le président Dos Santos, quand je suis arrivé à Luanda, j'étais ministre de l'Information, je lui ai posé la question pourquoi la vie de Luanda semble mauvaise comme c'est. Non, moi je ne suis pas comme vous les Congolais. J'ai commencé par développer d'abord les milliers reculés pour que les gens qui sont dans Luanda, qui avaient fui la guerre, puissent rentrer d'abord dans les milliers où on va créer de la vie. Et ensuite ça sera. Je suis allé à Luanda l'année passée pour voir Luanda comment ça se construit, c'est autre chose. Donc nous devons avoir une vision de grandeur pour notre pays et c'est faisable. Madame, je vous invite dans un cadre privé où on aura un temps plus intéressant que celui-ci pour vous convaincre. Je voudrais absolument que vous soyez membre de mon parti. À M. Gilles Bati, qui est le fédéral de notre parti en Norvège, je dois remercier dans cette salle. Ce ne sont pas des femmes, ce sont des gens engagés comme Maria Arena est engagée dans son parti. Engagés, où avez-vous vu en Afrique que les gens viennent de la Norvège, d'Irlande, de la Grande-Bretagne, Danemark, d'Hollande, Suède, Allemagne, Suède, Pays-Bas, parce qu'ils ont appris que leur président va parler aujourd'hui pour la première fois au Parlement européen. C'est un grand honneur. Ils ont payé leur transport eux-mêmes, ils se sont logés, ils ont même logé leur président. C'est extraordinaire. Le président Papa Bonheur qui distribue de l'aumône aux membres du parti. En tout cas, j'étais surpris de découvrir des visages dans cette salle. Je vois là-bas maman est venue de la France, je vois là-bas c'est Mons, je vois là-bas c'est Anvers, je vois partout, je vois le Suède, je connais à peu près tout le monde, parce que j'ai fait le tour pour implanter le parti. Alors, soyez la bienvenue. Et M. Bahati, le souvenir. Oh, c'est que, vous savez, un homme politique, j'ai toujours l'habitude de le dire. C'est qu'un homme politique, ce qui compte, c'est l'histoire qui va laisser derrière lui. C'est pourquoi chaque jour qui passe, nous devons toujours prêcher par l'exemple. Nous avons occupé des fonctions petites ou grandes. Aujourd'hui, Paul Sambou vient de me rappeler que nous avions établi des systèmes de papier avec la MONUC pour permettre la réunification de nos familles. Mais au niveau du ministère de l'Information, c'est nous qui avions agréé la radio Okapi qui n'était pas acceptée par le régime en place. Nous avons accepté cela, pourquoi? Parce que nous savions que l'information réunifie les familles terrifiées. On a accepté d'aller dans des négociations impossibles à très haut risque. Mais aussi, nous acceptons que les gens, nos critiques n'avons pas que les femmes.
à Washington, 3 personnes, 4 personnes sont entrées dans la salle. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Ils ont crié, ils ont parlé, je les ai regardés. Après, ils sont partis. Et puis, j'ai parlé, puisque même le président Obama, il attrape parfois des tomates. George Bush avait échappé à un soulier qui était destiné à son crâne. Donc, les membres de mon parti, et je voudrais, c'est une demande que je formule, que vous ne répondiez pas à la violence par la violence. C'est la meilleure façon d'humaniser la vie politique et de convaincre les autres qu'il y a moyen de s'affronter par les idées et éviter les débats en dessous de la ceinture. Je vous remercie. Très vite, Philippe Heinzmann, pour répondre à la dernière question. Alors, il y a eu des expériences de justice transitionnelle ou de commission vérité et réconciliation. Il y en a eu des dizaines différentes. Je vous invite à aller sur le site de ictj.org. Vous allez voir toutes les réflexions et tout ce qui a existé comme modèle. Je dirais simplement que le plus important, c'est de se dire qu'est-ce qu'on veut atteindre avec ça. S'il s'agit simplement de faire quelque chose de façade, c'est un peu comme ce qui s'est passé au Maroc. Les gens sont ravis d'avoir pu dire quelque chose, mais de là à dénoncer les coupables, c'était une étape qui n'a pas été franchie. Et donc, c'est clair qu'il faut d'abord savoir pourquoi on veut le faire et jusqu'où on veut aller, et après, on verra quelle est la formule qu'il faut utiliser. Oui, alors je vais céder la parole à Marie Arena avant de partir. Voilà, un tout grand merci à tous les participants, à toutes les personnes qui sont intervenues, et merci à Nicole. Tu sais bien que je suis très féministe oui, à mes heures, et donc merci aux femmes congolaises, toutes les femmes congolaises que j'ai rencontrées. Elles font un travail remarquable, et si un parti politique peut leur donner la place qu'elles méritent, je pense que ce sera le parti d'avenir. Alors, moi, je vous encourage à continuer. Le 25 avril, nous aurons ici à l'Athénée d'Ixelles un débat sur la question africaine avec 3 ateliers. Un atelier sur la santé et plus particulièrement sur les conséquences d'Ebola en Afrique. Un atelier sur les démocraties et donc tous les processus démocratiques. Bien entendu, on aura le Congo, mais on aura le Burundi, on aura d'autres pays qui participeront. Et un atelier qui sera également un atelier important qui concerne plus les diasporas et qui sont les luttes contre les discriminations et plus particulièrement les violences policières que l'on peut vivre actuellement. S'il vous plaît, pour éviter les embouteillages, ceux qui veulent peuvent déjà descendre maintenant et dans le hall. Parce qu'on ne va pas s'arrêter. S'il vous plaît, descendez.